Le podcast de la CPTS Paris 8. Yvan Scriabine, tu es néphrologue. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Eh bien bonjour, merci. Pour venir nous parler d'abord de la maladie rénale chronique. Qu'est-ce que c'est que la maladie rénale chronique ? Alors la maladie rénale chronique, ce qu'on appelait aussi avant l'insuffisance rénale chronique, c'est une maladie qui est plus fréquente qu'on pourrait le penser et qui se définit surtout par des analyses de sang avec une augmentation du taux de créatinine dans le sang qui, en fonction de son taux, plus il est élevé, plus la maladie est à un degré avancé. Et donc on va parler de stade, on va les définir un peu plus tard. Et en fonction de ça, on peut faire un diagnostic de maladie rénale chronique. Pourquoi on en parle autant en ce moment ? On en parle beaucoup parce que c'est finalement assez fréquent. Il y a la plupart des patients finalement qui sont au-delà d'un certain âge, à partir de 50 ans, globalement, c'est, on va dire, un patient sur 10 qui a une maladie rénale chronique, qui n'est pas forcément à un stade très avancé, mais qui en tout cas est bien là. Et d'autant plus chez les patients qui ont une autre comorbidité cardiovasculaire, donc de l'hypertension, d'une dyslipidémie, du diabète. Tout ce genre de pathologie est fortement associé à des maladies rénales chroniques, puisqu'en fait, c'est à peu près la moitié des insuffisances rénales chroniques ou des maladies rénales chroniques qui sont sur un terrain prédisposé au niveau cardiovasculaire. Alors, comment je peux savoir si j'en ai une ? Est-ce qu'il y a des symptômes ou non, ou c'est uniquement la prise de sang ? Et c'est un peu le côté sournois de la maladie rénale chronique, c'est qu'il n'y a pas forcément de symptômes, en tout cas dans les stades initiaux, où c'est une maladie qui peut être silencieuse pendant de nombreuses années et donc passer complètement inaperçue et être de découverte tardive, où c'est souvent un petit peu le choc pour les patients, qu'on reçoit des fois à des stades assez avancés et sans qu'il y ait véritablement de symptômes. Alors si on arrive à des stades où il y a des symptômes, ils peuvent être assez peu spécifiques, ça peut être simplement une fatigue, un manque d'appétit, une perte de poids, ou le fait de développer une hypertension qui devient plus difficile à contrôler, avec des œdèmes, donc les jambes qui gonflent, souvent ça commence par là, mais ça peut être plus généralisé, des difficultés à l'effort, et ensuite d'autres symptômes vraiment dans les stades très très tardifs, type digestif, avec des nausées, des vomissements, des difficultés à respirer. Mais là, on est vraiment sur les stades très avancés. Alors, on parlait de stades. Il y a combien de stades exactement ? Alors, il y a 5 stades exactement, mais ils sont un petit peu subdivisés. Donc, en gros, le stade 1, c'est lorsque le taux de créatinine est pas élevé, donc il est normal sur le dosage du laboratoire, mais ça s'associe à d'autres anomalies au niveau urinaire, avec par exemple la présence de protéines ou d'albumine dans les urines. Donc ça, c'est pas censé se retrouver dans l'urine, c'est censé rester dans le sang. Le rein est censé le garder et ne pas le laisser passer dans l'urine. Et donc, quand il y a une protéinurie, une albuminurie, ça, c'est déjà une maladie rénale chronique, alors même que la créatinine peut rester normale. Ensuite, il peut y avoir d'autres anomalies, comme des globules rouges dans l'urine, qui ne sont pas censés se retrouver là. Parfois, ce n'est pas visible dans les urines. Ça peut être visible simplement sur un examen cytobactériologique des urines, un ECBU, comme on dit. Et ça se dépiste également sur des examens assez standards. Ensuite, il y a le stade 2, lorsque le taux de créatinine commence à monter. Alors, il n'est pas facile de définir un chiffre exact à partir duquel le taux de créatinine est anormal, puisqu'en fait, c'est un peu individualisé en fonction du patient. C'est individualisé en fonction de son âge, notamment, de sa masse musculaire. Et en fonction de ça, on définit ce qu'on appelle le DFG, donc le débit de filtration glomérulaire, qui est calculé de façon automatique par le laboratoire. Il apparaît librement sur le reste du résultat de l'analyse de sang. Et la maladie rénale chronique de stade 2 commence lorsque le DFG est inférieur à 90. La norme, c'est supérieur à 90, et donc l'unité, c'est des millilitres par minute, peu importe. Mais en tout cas, en dessous de 90, c'est déjà un stade 2. Ensuite, lorsqu'il est en dessous de 60, c'est un stade 3. Et le stade 3, il est subdivisé en deux. Il y a le 3A, donc c'est quand c'est entre 60 et 45 millilitres minute de DFG. Et 3B, lorsque c'est entre 45 et 30 millilitres minute de DFG. Ensuite, le stade 4, lorsque c'est un DFG entre 30 et 15 millilitres minute. Et enfin, on a le stade 5, qui est le plus sévère, donc, avec un DFG qui va être en dessous de 15 millilitres minute. D'accord. Donc, la maladie rénale chronique, c'est une maladie grave ou non ? Et elle évolue à quelle vitesse ? Tout dépend de sa cause. Il y a des maladies rénales chroniques qu'on peut suivre pendant des années et qui n'évoluent pas. Et il y a des maladies rénales chroniques qui, au contraire, peuvent évoluer très très vite,
alors même qu'on ne les voit pas forcément arriver, et ça peut être très brutal hein, comme découverte à un stade déjà avancé, comme je disais. Et donc le but, c'est vraiment de les dépister le plus tôt possible. En fonction de la cause, donc, comme je disais, certaines maladies rénales peuvent avancer plus vite. Parce que quand on dit maladie rénale, ça ne donne pas la cause. Il y a de multiples causes. Donc, on parlait d'hypertension, on parlait de diabète. Ça, c'est les causes les plus prévalentes, les plus fréquentes pour à peu près la moitié, voire un peu plus même en ce moment, des insuffisances rénales chroniques, des maladies rénales chroniques. Et donc, une hypertension, lorsqu'elle est mal contrôlée, ça peut conduire à un développement d'insuffisance rénale chronique, de maladie rénale chronique, qui peut progresser assez rapidement, et donc avec des diminutions du DFG, comme on disait, qui peuvent être de l'ordre de 5 à 10 millilitres minutes par an par patient. Donc c'est quand même assez rapide, puisque en fait, en quelques années, la fonction rénale peut s'altérer de façon sévère. D'accord. Je crois qu'on fera un autre podcast pour parler de l'hypertension, parce que le rein peut aussi provoquer de l'hypertension Ouais, et le rein peut souffrir de l'hypertension. tout à Donc, fait, tout à il y fait. a, il y a- il y a des choses relativement intéressantes. Il y a d'autres maladies spécifiques, je sais pas, je pense infections urinaires fréquentes, d'autres pathologies peut-être plus générales. Ça, c'est un peu tout l'autre versant, effectivement, de la maladie rénale chronique, qui est sur des maladies, par exemple, de l'arbre urinaire. Donc, c'est tout ce qu'il y a en aval des reins, par tout le trajet de l'urine. Lorsqu'il y a un blocage, par exemple, donc ça peut être un problème prostatique, ça peut être un problème sur les uretères, donc c'est les tuyaux qui raccordent les reins à la vessie. Lorsqu'il y a un obstacle, les reins subissent une pression trop importante, ils ne sont pas habitués à devoir subir cet obstacle, et donc ça altère aussi la fonction rénale. Donc les pathologies urologiques, lorsqu'elles sont chroniques et retentissent sur les reins, effectivement, ça peut s'associer à une maladie rénale chronique qui peut, elle aussi, progresser par ce biais. Donc la maladie rénale chronique, c'est l'insuffisance rénale, comme on disait avant. Tout à fait. Et c'est-à-dire que la fonction du rein, c'est quoi exactement? Alors le rein, il a plusieurs fonctions. La Ah, fonction principale, celle dont on parle de façon courante, c'est de filtrer et d'épurer le sang de ces toxines. Alors à savoir qu'un rein, ça reçoit 10% du débit cardiaque. Donc en fait, tous les jours, chaque rein filtre plusieurs fois tout le sang. Et donc il y a tout un travail de constitution de l'urine qui se fait à partir du sang directement, mais en enlevant certaines toxines, comme on dit, ou des déchets, en tout cas des choses qui n'ont pas vocation à rester dans le corps, elles ont été utilisées pour autre chose. Et aussi, il y a la fonction de conserver tout ce qu'il faut. Et notamment, on parlait de protéines dans les urines, tout ça, c'est des choses qui sont censées rester dans le sang pour être utilisées à d'autres choses. Et donc, elles ne sont pas censées se retrouver dans l'urine. d'accord. Et donc ça, c'est la fonction principale. Et quand on parle d'insuffisance rénale, on ne parle que de cette fonction-là. Parce qu'on sait que le rein sécrète des hormones aussi. Exactement. Et donc, on parlait notamment sur le système vasculaire, avec le retentissement sur l'hypertension artérielle, par exemple. Et il y a aussi un rôle vis-à-vis de la production de globules rouges, donc du taux d'hémoglobine, où en fait le rein naturellement produit de l'EPO, pas celui des cyclistes cette fois, mais vraiment un EPO naturel qu'on a Le tous en vrai. nous, le vrai, l'authentique. Et donc ça, effectivement, dans les maladies rénales avancées, ce taux d'EPO naturel, endogène, va diminuer, et donc on peut avoir une moindre production de globules rouges et une anémie qui se développe. D'accord. Euh, Juste pour rappeler, le terme néphrologue vient d'où? Alors, néphrologue, comme son nom ne l'indique pas, c'est le rein. Et en fait, un néphron, c'est une petite partie, c'est une unité fonctionnelle du rein. Et en fait, un néphron, c'est tout un ensemble. Il y a un filtre initial et ensuite, il y a tout un tubule qui vient avoir un rôle de répartition des toxines, des déchets, des choses comme ça. Il y a plein de néphrons associés dans chaque rein. Il y en a 1 million par rein. C'est un nombre qui est fixé à la naissance. On en a tous 1 million par rein et par rein. Et donc, ces néphrons-là sont tous en parallèle, ils fonctionnent en même temps toute la vie, et il faut les préserver pour ensuite, bien sûr, que le néphrologue n'ait pas à faire son travail. Et le traitement maintenant de cette maladie rénale chronique, c'est quoi? Et tout dépend de sa cause, encore une fois. Il faut voir un petit peu sur quel terrain on se situe, mais il faut bien sûr prévenir tout ce qui peut agresser le rein encore alors qu'il est déjà malade. Notamment l'hypertension artérielle. On a des objectifs de tension artérielle qui vont rejoindre ceux de la population générale, avec une hypertension qui doit être absolument contrôlée. Classiquement, on doit viser une tension artérielle qui va être en dessous de 140-90, 14,9. Mais dans certaines maladies rénales, on va même avoir des objectifs beaucoup plus stricts, Plus bas. plutôt à 130-80, voire même à 12,7 si on suit un peu les dogmes actuels. Ensuite, il y a
lutter contre le taux de protéines dans les urines qui peut se développer avec la maladie rénale chronique lorsqu'elle avance ou même être là d'emblée. Et donc certains des médicaments qu'on utilise souvent dans l'hypertension ou même dans le diabète ont des rôles pour réduire ce taux de protéines dans les urines. Et ce taux de protéines dans les urines, ça va vraiment être un des paramètres qu'on va suivre au quotidien pour grader un peu le degré de progression de l'insuffisance rénale. Et donc le but, c'est d'avoir une protéinurie soit négative si c'est possible, donc avec des médicaments comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les antagonistes du récepteur de l'angiotensine 2. Donc ça, c'est des médicaments classiques de l'hypertension, mais qui ont un rôle propre au niveau du rein. Et ensuite, il y a des médicaments, donc, comme je disais, plutôt à visée antidiabétique, mais qui ont également des rôles propres au niveau rénal. Et donc ça, c'est le rôle des glyphlosines, qui sont des médicaments qui sont apparus il y a maintenant quelques années et qui ont des vertus au niveau rénal énormément. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Yvan, et puis à bientôt pour un nouveau Merci à podcast. toi. À bientôt.